Bonjour à tous, bienvenue au webinaire pour la remise des prix du PRCB, donc du prix régional construction bois Île-de-France 2020 et du booster bois biosourcé, donc première édition 2020. Donc je suis Céline Laurent, déléguée générale de Francil Bois, et on est ravis de tous vous accueillir pour cette remise des prix en vidéoconférence vu les circonstances. Donc tous les lauréats sont avec nous. Et je vais tout de suite passer la parole à Paul Jarquin, président de Francil Bois, qui va accueillir et introduire cette séquence de 2 heures avec nous. Bonjour à tous. On est ravis de faire ce webinaire et de remettre ces prix. Bon, en général, bien sûr, c'est toujours un événement de la filière et on se réunit, mais vous êtes tous au courant du contexte, donc on va essayer de trouver un peu de joie dans ce format-là. Un premier mot sur Francil Bois. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une information assez importante, c'est que Francil Bois change de nom. On a rejoint le réseau France Bois Région, donc ce qui regroupe l'ensemble des interprofessions de chaque région en France. Et donc, on va s'appeler FIBois. Donc, c'est dans une logique un petit peu d'uniformisation et d'avoir un nom commun avec l'ensemble des régions sur le territoire. Donc, voilà, c'est une décision qui a été prise de la filière. Donc, on tenait à vous en informer. Dire aussi que voilà, moi c'est ma deuxième année en tant que président et la remise des prix. Il y a une nouvelle équipe qui est arrivée et je pense que en tout cas ceux qui sont un peu présents à nos côtés ont vu voilà, cette nouvelle dynamique naître. On est passé de 25 adhérents il y a un peu plus d'un an où là je crois on atteint le 100e adhérent. Donc on est vraiment content de ça et on vous remercie tous parce que ça montre que voilà la construction bois, les enjeux de filière deviennent de plus importants. On a beaucoup d'architectes, de maîtres d'ouvrage qui nous rejoignent et ça montre toute la dynamique qui est à l'œuvre actuellement sur l'Île-de-France. Et d'ailleurs, plus généralement, c'est vrai partout en France. Donc, on s'en félicite. Cette année aussi, dans cette continuité-là, on a eu 2 fois plus de propositions, plus de 63 dossiers déposés. Donc, ça montre vraiment que voilà, ce prix régional est quelque chose voilà, qui stimule et vous allez le voir, on a des projets assez magnifiques cette année. On tient bien sûr à remercier les organisateurs et les financeurs, la préfecture de région et la DRIA, grâce à qui maintenant ça fait presque plus de 10 ans, je crois, que ce prix régional a lieu. Et aussi la région Île-de-France qui nous aide. On va aussi voir les prix du booster. Vous allez voir qu'en termes d'innovation, parfois, voilà, il y a des critiques de la filière bois, mais on voit qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. Et vous allez voir que les lauréats vont vraiment proposer des solutions qui vont à la fois sur des questions de nouvelles dynamiques sur la question de la forêt, des nouvelles solutions technologiques. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment très transverse. Et ça montre qu'on est dans une filière qui bouge et qu'on sent vraiment que voilà, le développement de la bioéconomie et la construction bois, on est au cœur de la transition et ça va être, vous allez voir, des beaux projets, aussi bien du prix de la construction bois que du booster. Oui, bonjour à tous, bienvenue au webinaire pour la remise des prix du PRCB, donc du prix régional construction bois Île-de-France 2020 et du booster bois biosourcé, donc première édition 2020. Donc je suis Céline Laurent, déléguée générale de Francil Bois, et on est ravis de tous vous accueillir pour cette remise des prix en vidéoconférence vu les circonstances. Donc tous les lauréats sont avec nous. Et je vais tout de suite passer la parole à Paul Jarquin, président de Francil Bois, qui va accueillir et introduire cette séquence de 2 heures avec nous. Bonjour à tous. On est ravis de faire ce webinaire et de remettre ces prix. Bon, en général, bien sûr, c'est toujours un événement de la filière et on se réunit, mais vous êtes tous au courant du contexte, donc on va essayer de trouver un peu de joie dans ce format-là. Un premier mot sur Francil Bois. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une information assez importante, c'est que Francil Bois change de nom. On a rejoint le réseau France Bois Région, donc ce qui regroupe l'ensemble des interprofessions de chaque région en France. Et donc, on va s'appeler FIBois. Donc, c'est dans une logique un petit peu d'uniformisation et d'avoir un nom commun avec l'ensemble des régions sur le territoire.
Donc voilà, c'est une décision qui a été prise de la filière, donc on tenait à vous en informer. Dire aussi que voilà, moi c'est ma deuxième année en tant que président et la remise des prix. Il y a une nouvelle équipe qui est arrivée et je pense que en tout cas ceux qui sont un peu présents à nos côtés ont vu voilà, cette nouvelle dynamique naître. On est passé de 25 adhérents il y a un peu plus d'un an, où là je crois on atteint le 100e adhérent. Donc on est vraiment content de ça et on vous remercie tous parce que ça montre que voilà, la construction bois, les enjeux de filière deviennent de plus importants. On a beaucoup d'architectes, de maîtres d'ouvrage qui nous rejoignent et ça montre toute la dynamique qui est à l'œuvre actuellement sur l'Île-de-France. Et d'ailleurs, plus généralement, c'est vrai partout en France. Donc, on s'en félicite. Cette année aussi, dans cette continuité-là, on a eu 2 fois plus de propositions, plus de 63 dossiers déposés. Donc, ça montre vraiment que voilà, ce prix régional est quelque chose voilà, qui stimule et vous allez le voir, on a des projets assez magnifiques cette année. On tient bien sûr à remercier les organisateurs et les financeurs, la préfecture de région et la DRIA, grâce à qui maintenant ça fait presque plus de 10 ans, je crois, que ce prix régional a lieu. Et aussi la région Île-de-France qui nous aide. On va aussi voir les prix du booster. Vous allez voir qu'en termes d'innovation, parfois voilà, il y a des critiques de la filière bois, mais on voit qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. Et vous allez voir que les lauréats vont vraiment proposer des solutions qui vont à la fois sur des questions de nouvelles dynamiques sur la question de la forêt, des nouvelles solutions technologiques. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment très transverse. Et ça montre qu'on est dans une filière qui bouge et qu'on sent vraiment que voilà, le développement de la bioéconomie et la construction bois, on est au cœur de la transition et ça va être, vous allez voir, des beaux projets, aussi bien du prix de la construction bois que du booster. Je vais passer maintenant la parole à Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des architectes en Île-de-France, qui était aussi la présidente du jury. J'ai eu cette chance-là. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Merci pour le fabuleux jury qu'on a eu. Donc, merci à tous ceux qui ont envoyé un projet. C'est vrai qu'effectivement, 63, ça fait beaucoup. On les a regardés en période de confinement, donc en détail chez nous, puis ensemble avec un vrai moment de débat. Avant peut-être d'en parler un petit peu, je voulais revenir sur quelques chiffres et quelques petites choses qui m'ont marqué cette année. Je trouve qu'il y a eu des avancées considérables dans les filières de matériaux biosourcés et dans la filière bois, notamment via Francil Bois, donc via Fibois. Donc, je vous remercie vraiment tous parce que effectivement, pour ceux qui sont pionniers en architecture dans ces domaines-là, on avait vraiment et on attendait patiemment que la filière se structure de plus en plus. Donc là, on sent cette structure et on la sent à tel point que cette semaine, Laurent Girometti de l'EPA Marne a fait tout un article pour expliquer à quel point le bois n'était pas un surcoût et les qualités environnementales. Donc, on commence à avoir des porte-paroles, bien évidemment, qui viennent de partout et donc qui sont aussi bien dans la maîtrise d'ouvrage que dans la maîtrise d'œuvre. Et là, on gagne une bataille qui est énorme. Donc, c'est aussi de plus en plus d'acteurs mêlés. Et ça, je pense que ce dialogue entre acteurs, il sera fondamental, notamment pour faire monter en compétences. Et Paul le sait plus que d'autres, notamment les maîtres d'ouvrage privés. C'est extrêmement difficile de les faire avancer sur ces sujets-là. Donc, on est très, très, très content de ce nombre d'acteurs qui peut dialoguer à travers des structures comme Fibois. Alors, Fibois, comme l'Ordre des architectes, on fait partie du comité de liaison des matériaux biosourcés franciliens. Et dans la semaine qui arrive, on va faire des propositions au gouvernement, mais aussi à la région sur des possibilités d'ajuster le plan de relance économique post-crise au développement des filières pour éviter justement que ces filières pionnières, sous le coup d'un plan de relance économique qui privilégierait que l'économie, on va dire, facile et déjà mise en place, travaillent évidemment dans le bon sens du développement de filières qui sont écologiques. Donc, ça concernera l'éco-conditionnalité, par exemple, des aides publiques, l'obligation d'aller chercher des matériaux de qualité, la promotion de la
de la mise en place d'unités de transformation sur notre territoire pour éviter la production à l'étranger, notamment du bois. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui nous semble les plus fondamentales, mais aussi la cartographie des ressources, par exemple, pour que pour un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage ou un élu, ça soit facile de savoir ce qu'il y a en circuit court près de chez lui pour construire. Voilà, donc pour en revenir à ce jury, 8 lauréats, 4 mentions. On a un peu cette marge de liberté qui est assez intéressante de pouvoir donner des mentions. 2 choses à dire. Déjà, la première chose, c'est que les projets, nous trouvons les lauréats, qu'ils reflètent bien la diversité et la recherche de tout ce qu'on peut faire en construction bois et de l'adaptation de ce matériau. Surélévation, extension, transformation, réemploi, usage social, construction neuve, petites parcelles, grandes parcelles, dents creuses, préconstruction, tout ça, il y a un pléthore de richesses qui répondent aux enjeux modernes. Donc ça nous a assez plu de pouvoir avoir ce démonstrateur dans les finalement 12 projets qui sont lauréats. Et dans les mentions, on a insisté sur peut-être des sujets un peu pointus sur les enjeux, où on a trouvé que les projets étaient très sensibles et montraient qu'il y avait des réflexions qui étaient possibles sur le réemploi, le recyclage, tout ce qui est démontable, tout ce qui est réversible, tout ce qui est de rapidité d'exécution, tout ce qui est modularité également, puis la reconversion aussi des friches commerciales et industrielles qui va être un vrai sujet. Donc voilà, la deuxième chose que je peux vous dire, c'est que je suis très heureuse que cette remise de prix soit en binôme avec le booster bois biosourcé, parce que comme ça, on est dans la totalité de ce qu'on doit faire en ce moment pour valoriser une filière. C'est à la fois montrer les solutions qui sont déjà là, existantes, et en même temps être en prospective sur l'avenir d'une filière. Donc j'espère qu'en regardant les projets, on va découvrir encore plus de choses. Je compte sur les maîtres d'œuvre qui sont là pour nous parler peut-être des difficultés aussi et nous montrer comment on dépasse ça pour faire un partage d'expériences intéressant. Mais en tout cas, je les félicite tous parce que c'était des travaux très agréables et on sent que l'engagement en architecture est de plus en plus présent et qu'il faut continuer comme ça. Donc bravo à tous. Merci Christine. On va commencer du coup tout de suite par la présentation des 12 lauréats, enfin les 8 lauréats et les 4 mentions spéciales. Donc je vais donner assez vite la parole, le temps de partager l'écran, au premier lauréat. C'est Axel Accardo et de LA Architecture et Corentin Desmichel de Atelier Corentin Desmichel qui vont nous parler de cette école qui a gagné, on va dire un double prix puisqu'elle a gagné le prix régional mais également le prix national. Donc on les félicite dans la catégorie Apprendre et se divertir. C'est à vous. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci vraiment à l'accueil qui a été fait pour ce projet. On est assez émus et vraiment très heureux parce que c'est particulièrement un projet sur lequel on s'est beaucoup investi, Corentin et l'agence L'Architecture, et qui nous a poussé un peu dans nos retranchements pour réussir ce projet. Du coup, on profite de la tribune aujourd'hui qui nous est offerte. Tout simplement pour déjà remercier les membres de notre groupement parce qu'on était une grosse équipe et Gojard Technologies sur le savoir-faire bois et construction biosourcée avec Corentin et Ella, on a fait une belle équipe sur ce sujet. Je pense aussi à AI Environnement sur les sujets environnementaux, voilà. Et puis surtout notre maître d'ouvrage, en fait, la CEMAPA, c'est plus qu'un maître d'ouvrage, c'était un partenaire. On a fait un chouette chemin depuis 2015 avec eux. Et ça nous permet aussi d'insister sur la clarté de la commande et la volonté de la commande d'un maître d'ouvrage qui définit des objectifs et qui met les moyens intellectuels, techniques et organisationnels pour faire que ce soit possible. Et sur la slide suivante, on va juste vous présenter un petit peu plus en détail ce projet parce que effectivement, c'est un projet déjà en milieu urbain dense, dans un contexte d'un renouvellement complet d'un îlot. Alors, on est passé sur le boulevard Vincent Auriol d'une petite butte arborée très sympathique avec une mini-école à une école maternelle de 6 classes et 150 logements.
Donc, il y avait vraiment dans le projet d'aménagement, avant que nous, on arrive, la question de l'intégration de cette densité et comment l'école, en tant qu'équipement public et dans son positionnement par rapport à la ville et dans sa réponse environnementale, allait porter et rendre acceptable cette densité. Alors, dans la fiche de l'eau qu'on a récupérée pour le concours qui avait été conçue par la maîtrise d'œuvre urbaine, Urbanact et Transfert, il était question de faire une école en cœur d'îlot. Notre réponse, ce qui entre autres a été apprécié, c'est de garder de la porosité urbaine tout en construisant en cœur d'îlot. Vous voyez le deuxième étage de l'école qui permet toutes sortes de vues transversales et donc des porosités urbaines et des continuités végétales aussi à travers la voirie. Donc l'école se développe sur 3 niveaux avec un rez-de-chaussée plus minéral ancré dans le sol avec de la brique notamment. Puis plus on monte, plus on s'allège avec des ossatures bois, isolation paille, bardage bois et toiture végétalisée. Et donc l'idée là, c'est vraiment de faire de la continuité avec les toitures entre les squares environnement et le cœur de l'îlot qui devient une 5e façade végétalisée pour les 150 logements qui sont en surplomb sur cette école. Oui, on peut passer à la slide suivante pour vous présenter. Alors, le travail, en fait, connexe au sujet qu'on a là aujourd'hui sur la construction bois, c'est-à-dire apporter un supplément d'âme au bâtiment. On était sur un bâtiment qu'on allait chercher depuis la rue jusqu'au cœur d'îlot. Donc on a travaillé la lumière avec ces mises en place de matériaux biosourcés ou plus vertueux, le cadrage sur la ville, le cadrage sur la végétation et un rapport comme ça important. Et sur la slide suivante, on voulait illustrer la démarche constructive qui en fait répond au cahier des charges, aux questions en 2015 soulevées par la maîtrise d'ouvrage qui avait poussé assez loin son cahier des charges. En tout cas, ces questions, la question posée, c'était pas juste en 2015 l'efficience thermique d'un bâtiment, sa capacité à avoir un comportement passif auquel on a répondu ici, mais c'était voilà, le recours massif aux matériaux biosourcés, mais pas juste la construction bois. Donc l'isolation de paille sur ce projet. Avec la fibre de bois. Et puis, sur un projet, on a des toits jardins sur construction bois. On a eu effectivement plein de choix techniques et structurels à faire. Donc, introduction d'un peu de béton, d'un peu de métal quand on passait pas. Et puis, un gros sujet sur les toitures terrasses où en fait, contrairement aux toitures jardins sur construction bois, là, on est plat. On n'a pas de pente à 3% voilà, qui pose des sujets. Et ça, c'est permis par la mise en place d'un un isolant en verre recyclé, foam glass pour ne pas le citer, mais qui nous a permis de gérer nos pentes et de faire des vrais toits jardins sur un bâtiment complètement en construction bois. Voilà, donc toute cette technique, c'était aussi au service d'une ambiance architecturale intérieure. Oui, sur la slide suivante, voilà. Donc là, on voit des photos de chantier, essentiellement, qui Axel a un peu décrit les techniques. Donc cette technique est vraiment au service d'une ambiance architecturale pour les tout petits. Il y a une ambiance, on le voit très bien sur les photos, très douce, un peu ouateuse, très agréable, chaleureuse, accueillante, avec des espaces communs aussi qui se dilatent, qui laissent place à des poches pour des rencontres, etc. Donc toute cette technique est vraiment là sur un site, encore une fois, très compliqué, au service de l'architecture. Et avec toujours des vues, là on voit le métro aérien qui passe à travers la fenêtre d'un côté, de l'autre côté on voit un square de cœur d'îlot de Paris Habitat. Et en permanence dans l'école, on est en relation avec le site des extérieurs et la cour de récréation. Voilà, ce qu'on a essayé de faire, c'est une architecture avec des matériaux peu énergivores. Pour la petite histoire, on a essayé de décrire dans les documents graphiques et écrits le plus précisément les matériaux qu'on voulait. On avait fait du sourcing pour les briques, le bois, la toiture, les fenêtres. On a vraiment allé très très loin dans la description technique pour avoir les produits qu'on cherchait, qu'on voulait absolument pour obtenir le résultat qu'on avait décrit et promis. Merci beaucoup à tous les deux.
Je sais que c'est très frustrant en 5 minutes. Ouais. J'en ai bien conscience, enfin, on en a bien conscience, c'est un peu le principe de ce système. Le fait d'être en webinaire tous ensemble oblige à aller assez vite, mais vous inquiétez pas, on se retrouvera tout au long de l'année où on aura d'autres occasions de présenter l'ensemble des projets ainsi que tous les autres projets lauréats par des visites, par des vidéos, par d'autres moyens. Voilà, donc je continue. Le deuxième projet, ce sont les bains-douches Castagnari qui ont eu le prix régional Habiter ensemble. Donc, c'est Albin Rousseau de Red Architecture qui va nous présenter le projet. Si, il est là. Albin. Très bien, ça c'est le moment fatidique. Je vous propose qu'on passe, si Albin Rousseau il était là pourtant il y a quelques instants. Nora. Peut-être penser à réactiver le micro, comme il n'y a pas les noms. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, il faut vraiment penser à réactiver vos micros parce que sinon ça fait des coupures. Donc dès que vous... Est-ce que vous m'entendez là? Peut-être j'ai activé le micro. Céline? Albin Rousseau? Oui, c'est moi. Alors allez-y, il faut que... Problème d'activation du micro, effectivement. Alors effectivement, on tenait à vous remercier pour ce prix qui est résultat d'un grand travail. Donc, il faut savoir que c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre de Réinventer Paris. Donc c'est un appel à projet innovant qui, malgré tous ses défauts, nous a permis d'accéder à une commande et à réussir à innover un peu sur un programme et sur des modes constructifs. Donc, c'est un bâtiment qui est venu s'installer sur les anciens bains-douches municipaux. On a démoli une partie du bâtiment, puis on a créé derrière un bâtiment neuf dédié à la colocation qui est un R+8 en bois, principalement en CLT. Voilà. Donc, je voulais associer à ce prix, bien sûr, la maîtrise d'ouvrage Axitis, qui est une maîtrise d'ouvrage privé qui nous a fait confiance au moment de faire le pari du bois en 2015. Aussi associé bien sûr toute la maîtrise d'œuvre, architecte Gabriel de Bois-Rioux qui est là, qui a réalisé toutes les images, toute la conception du bâtiment avec moi, les bureaux d'études qui nous ont accompagnés pendant 4 ans, et puis l'entreprise de bois, bien sûr, Charpentier Barque, Lignatec KLH qui a fourni le bois et surtout son expertise pour réussir ce challenge, et le bureau d'études Arpente. Voilà, pour présenter le bâtiment, on va vous diffuser un petit film qui a été réalisé par le pavillon de l'Arsenal et qui vous fera visiter le bâtiment encore mieux que ce que je pourrais vous dire. Voilà. Parfait. Donc, le film va être lancé. On est dans le 15e arrondissement de Paris, non loin des voies ferrées de la gare Montparnasse. On est ici sur un programme de colocation et de coworking qui s'installe sur les anciens bains-douches municipaux de la rue Castagnari. Le bâtiment initial avait beaucoup de qualités en termes architecturaux et donc on a voulu conserver la proue du bâtiment qui est vraiment la partie la plus caractéristique sur la place du Général Monclar. Par contre, l'arrière dans lequel étaient les douches était moins intéressant et donc c'est une partie qu'on a démolie de manière à libérer un espace pour construire, pour densifier la parcelle. On a proposé avec le promoteur d'installer un bâtiment de colocation, un bâtiment neuf qui fait 56 chambres et un bâtiment de coworking en face dans la partie réhabilitée du bâtiment des bains-douches. Du fait de l'implantation du bâtiment, on avait une façade principale plein sud qui permettait de créer une façade bioclimatique. Donc l'idée ça a été d'ouvrir au maximum cette façade de manière à amener un maximum de lumière dans les logements et puis à avoir des apports solaires en hiver.
Ensuite, la contrepartie, c'était qu'il va falloir protéger cette façade. Donc on a installé toute une série de balcons filants et puis la façade végétalisée qui va venir filer devant les balcons. Donc la végétation va nous créer un filtre pour nous protéger à la fois du soleil et créer de l'intimité dans les logements. Alors, une des spécificités de ce bâtiment, c'est qu'on l'a construit intégralement en structure bois. C'était un choix profondément écologique à la base, l'idée d'un bilan carbone excellent de l'opération. Ça a été de rendre apparente cette structure en bois, c'est-à-dire que les poteaux, les poutres sont bien présents, on a tous les plafonds qui sont en bois apparent, structurels, et ça fait des appartements qui sont assez atypiques, mais qui, je pense, auront beaucoup de qualité. Vous avez dû voir le film qui présentait les bains-douches. On a eu la chance de visiter ce bâtiment en fin de chantier en septembre ou octobre dernier. Et on pourra faire la même chose avec tous les bâtiments des lauréats. On va passer au troisième projet qui a été retenu et lauréat dans la catégorie Travailler et accueillir, c'est la ferme du Rail. Et je vais laisser la parole, qui a été aussi d'ailleurs, je crois, construite dans le cadre d'un Réinventer Paris. Et je vais laisser la parole à Clara Simet et Julia Turpin de Grandi. Bonjour à tous. Déjà, si possible, de passer sur la petite slide d'après. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous sommes ravis, Clara et moi, de représenter en fait la grande équipe qui a porté le projet de la ferme du Rail, qu'on voit là sur l'organigramme. Donc on voit toute cette grande ruche en fait qui nous a permis d'aboutir à réaliser, d'aboutir le projet, parce que c'était vraiment une grande aventure. Et donc c'est l'histoire d'un collectif, en fait, la ferme du Rail, un collectif d'acteurs locaux qui sont mobilisés avant tout autour de valeurs fortes, des valeurs sociales et environnementales. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. Donc là, le programme de la ferme, en fait, c'est se réunir sur un même lieu, l'hébergement de personnes en insertion qui travaillent et qui sont formées sur place à l'agriculture urbaine, des étudiants de l'école du Breuil qui sont hébergés à la même enseigne et qui participent, les étudiants, à l'échange de savoir autour du maraîchage et du compostage. Donc, la vocation de la ferme, c'est aussi accueillir les riverains. Le site permet la liaison entre la ville et la promenade de la Petite Ceinture, et tout le monde peut se retrouver au restaurant. Donc là, on peut voir donc sur le plan le bâtiment donc de logement qui se situe en bas à droite de l'écran, et l'activité à proprement parler, donc qui se situe plutôt au nord, et tout ça organisé en fait autour du potager qui est largement baigné de soleil, et les bâtiments profitent ainsi de ces apports naturels de lumière. Enfin, ça participe en fait au fonctionnement bioclimatique des bâtiments. Donc, nous, on est assez heureux d'être… alors, on ne savait pas trop dans quelle catégorie se mettre, puisque vous voyez que ce projet-là est assez transversal, puisqu'on parle à la fois d'agriculture urbaine, d'accueil social, de travail. Donc, on est quand même très heureux d'être dans la catégorie accueillir et travailler, parce que c'est vraiment la première vocation du lieu, c'est cette vocation sociale, en fait. Accueillir donc des personnes qui sont en difficulté
difficultés qui trouvent ici leur place, et puis aussi accueillir bien sûr le public pour pas faire un entre-soi social. Donc c'était vraiment l'intention de tout ce collectif, savoir qu'on a monté donc dans le cadre de Réinventer Paris, ce programme et son développement, et puis toute cette aventure de 5 ans avec justement des acteurs de la société civile, entreprises d'insertion, jardiniers et paysagistes avec Mélanie Drevet. Et là aussi le bonheur d'être récompensé là dans ce cadre-là de ce prix d'aujourd'hui, c'est aussi que l'importance des matériaux en tant que fil conducteur, de filière, de chaîne de valeur. On pense que c'est un moteur formidable justement pour réinscrire des acteurs du territoire et des partenariats qui s'étaient effilochés au fil du temps et qui retrouvent maintenant une nouvelle énergie. On en est vraiment ravis. Aussi, se réjouir que effectivement, il y a une structuration des filières au travers des différents dispositif que Christine a mentionné tout à l'heure, l'association heureuse de ces matériaux biosourcés et de la construction bois, enfin sans dissocier le bois du biosourcé, mais disons qu'on voit bien que la fibre trouve maintenant toute sa place et son intelligence dans ces systèmes constructifs. Et on voit là aussi dans l'image comment avec Aptishbat, entreprise d'insertion, on trouve aussi des métiers qualifiants de formation autour de ces filières. Dire aussi que ces approches qui révolutionnent un peu nos manières de travailler, puisqu'elles consistent à avoir conscience de la source de la matière. C'est des problématiques qu'on retrouve aussi dans le réemploi de matériaux, qu'on a pas mal développé au sein de la ferme et qui est un sujet émergent et qui procède aussi de ces mêmes logiques de reconnexion à la matière, et d'esthétique et de compréhension technique retrouvée aussi, mais aussi toujours cette question sociale qui porte ces filières-là. Voilà, on ne va pas développer sur les différents détails. Alors effectivement, là aussi, une toiture en paille, les principes d'ossature sur le bâtiment de logement et plutôt de charpente sur le bâtiment d'activité, le restaurant, la grande serre qui coiffe le bâtiment. Et voilà. Vous êtes d'ailleurs tous bienvenus. Nous, on n'a pas de petit film, mais vous êtes tous bienvenus puisque le restaurant a ouvert ses portes. Donc maintenant, il y a la possibilité de voir en acte ce cycle vie de la matière qui a été imaginé dès en amont du projet. Et donc les jardins productifs qui vont petit à petit coloniser les bâtiments puisqu'ils ont tous été pensés comme un support de l'activité. La végétalisation, elle a cette vocation ici évidemment, tous ces externalités d'îlots de fraîcheur urbain, mais également de replacer l'activité productive en ville, même si elle est là à un caractère démonstratif, elle a une vocation de fertiliser de nouvelles vocations. On tient donc, nous, à remercier avant tout notre maîtrise d'ouvrage, Réa Baye, qui nous a fait confiance et avec qui on a construit vraiment ce projet, qui sont vraiment des personnes avec qui on était en dialogue dès le départ dans la construction. Et puis aujourd'hui encore dans la vraie vie de la ferme, puisque c'est un lieu qui maintenant est ouvert et accueille, comme je l'ai dit. Remercier aussi les entreprises qui étaient là, partie prenante, Vaninetti, Aptishbat, entreprise d'insertion, Travail et Vie, entreprise d'insertion, qui ont été impliquées sur les sujets du bois. Hubert Brosseau qui a récolté lui-même les 9 km de rondins de châtaigniers qui constituent la façade de la ferme, donc de tiges qui est une solution de bardage tout à fait pertinente en ce
que la tige à cet état de maturité est un stockeur plus puissant de CO2. Donc, c'est voilà, des pratiques. On a d'abord cherché le châtaignier en Île-de-France, on ne l'a pas trouvé. Donc, on a trouvé ce formidable producteur en Bretagne. On espère que la filière pourra se développer mieux en Île-de-France. Et voilà, donc merci à tous. La mairie du 19e aussi, parce que c'est vrai que les acteurs institutionnels locaux nous ont aussi portés, et c'est important de le dire aussi. Voilà. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Voilà, donc je pense, comme vous dites, que ça vient d'ouvrir, le restaurant ouvert, donc tout le monde peut aller profiter de ce bâtiment. On est ravis d'avoir pu valoriser, mettre en avant un bâtiment qui mêle bois et autres matériaux biosourcés et de cette qualité avec l'utilisation du feuillu, comme vous disiez, le châtaignier, donc, qui fait partie des bois les plus utilisés, les plus produits en France et en Île-de-France. Donc voilà, c'est un bel exemple. On va passer à une autre échelle avec le projet d'après. Donc c'est celui qui a remporté le prix Habiter une maison. Donc sur l'échelle des particuliers, donc c'est à Nanterre. On va laisser vraiment quelques secondes à Reset Studio, donc Julien Thirion et Jae Young Choi pour nous présenter en 2 secondes. Et après, il y a un film de 4 minutes qui présente l'ensemble du projet. Bonjour, c'est effectivement on change l'échelle. C'est une petite maison qu'on a construit, qu'on a réalisé depuis, donc c'était 2015, à partir de 2015. Et donc, je tiens à remercier, donc avant de regarder la vidéo qu'on a préparée hier assez rapidement, je tiens à remercier le maître d'ouvrage qui nous a fait confiance et qui n'a pas laissé tomber parce que nous avons eu quelques changements de l'entreprise au cours de la route du chantier. Donc, il y a une entreprise qui a réalisé la fondation, deuxième entreprise qui a fait la structure et troisième entreprise qui a fait la finition du projet. Donc, c'est une petite histoire, mais je vous invite à regarder la vidéo. C'est bon, on lance la vidéo. On vous présente le projet, ce qu'on a réalisé ensemble avec ici Julien Thirion et moi, Jae Young Choi, à Nanterre, au port de Paris, donc accessible par le RER, à quelques minutes à pied de la gare. Et la morphologie de la ville de Nanterre se compose à la fois le quartier ancien et le quartier moderne neuf. Et dans la région zone pavillonnaire avec les parcelles surdivisées. Donc le quartier pavillonnaire montre cette spécificité de regrouper de longues et profondes parcelles extrêmement étroites d'une rue à l'autre, coupée en 2. Le client a acheté un terrain avec une maison inexistante qui était en état d'abandon. Donc il voulait une maison en structure en bois. Et donc on lui a proposé différentes techniques de construction en bois, donc bois massif, donc les panneaux en 2D ou alors ossature bois. Mais le contrainte du site avec le parcelle assez profond et étroite, avec la rue juste en face qui n'est pas très large, nous a obligés de choisir la technique qui est ossature bois pour faciliter la livraison de tout ce qui est matériaux, tout ce qui est engin qui doit participer à la construction. La parcelle est très étroite, 7 mètres de large de limite à limite, pour 58 mètres de long, mais elle offre une bonne orientation sud-sud-ouest. Le PLU imposé un alignement sur rue, cela implique d'avoir une largeur et une longueur imposées, ainsi qu'une hauteur de R+1 plus comble. L'orientation de la parcelle permet la localisation du jardin au sud et donc d'ouvrir de larges baies sur la parcelle au sud. Les contraintes de la parcelle nous emmènent vers la conception d'une construction dense sur un terrain d'une largeur très serrée. Afin de pouvoir ouvrir toutes les pièces vers différentes orientations, nous proposons 2 volumes indépendants. La maison des enfants et la maison des parents. Une étude de Yodon de l'orientation de la parcelle nous permettra de définir l'implantation. Ceci permet de définir des espaces nuit et des espaces jour, d'avoir le lever de soleil dans un bon nombre de chambres
et d'avoir une priorité mise sur le coucher de soleil et donc de positionner un volume de liaison plutôt à l'est et d'avoir le patio plutôt à l'ouest. La liaison entre les deux volumes a été particulièrement travaillée, c'est là où s'articule tout le cœur du projet. Un pont entre les deux maisons est proposé en espace servant, composé de l'escalier, du couloir à rez-de-chaussée et d'une passerelle à l'étage. De par les retraits autorisés de cette liaison ne fera que 2,50 m de large, y compris les murs de 30 cm d'épaisseur. Cet escalier ouvert en double hauteur permet d'avoir une sensation immense d'espace en diagonale vers le haut, vers l'accès aux chambres. Il s'agit d'une maison familiale avec 3 enfants. La maison des enfants se compose d'un petit salon que l'on traverse depuis le seuil d'entrée. À l'étage, 3 chambres d'enfants se distinguent entre garçons et filles. La grand-fille a une chambre avec des salles de bain, tandis que les 2 garçons possèdent leur chambre en duplex avec un filet de catamaran en mezzanine. Les chambres en duplex permettent d'avoir des ouvertures au nord et au sud avec une vue qui se dégage au-dessus de la maison des parents. La maison des parents en cœur de parcelle se compose du séjour cuisine et de la chambre parentale à l'étage. Pour une question d'intimité, cette zone n'est pas traversée par des autres habitants de la maison. Une infime largeur de passage permet de créer un patio entre les deux maisons. Le patio permet d'augmenter le nombre d'ouvertures de chaque pièce. Il doit fonctionner comme un îlot de fraîcheur et créer un microclimat qui permettra la ventilation naturelle du fait de nombreuses ouvertures de chaque pièce. Il crée aussi une continuité visuelle depuis le seuil de l'entrée vers le jardin, car toutes les parois sont vitrées dans son axe jusqu'à la terrasse au sud. Notre volonté commune était de créer une habitation peu énergivore au-dessus de la RT en vigueur à l'époque et d'avoir au moins 2 fenêtres ou 2 orientations par pièce. L'orientation de la parcelle et des volumes bâtis ont défini l'esthétique de la maison. Alors, donc, nous avons eu la volonté d'esthétique monolithique dès le début de conception de ce petit projet, avec une façade épaisse de bardage bois, clair-bois, sur le fond noir. Donc, il s'agissait de prouver que l'architecture en bois peut être aussi pérenne et stable et rigide que les autres matériaux de construction. On va passer sur la suite des projets, donc toujours sur la maison individuelle, mais la partie réhabilitation, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur également et où le bois et les matériaux biosourcés peuvent être à l'honneur. Et donc, on est plutôt en zone plutôt rurale de l'Île-de-France avec la transformation d'une remise agricole en logement à Boigneville. Et c'est Jean-Marc Pitet, l'architecte, qui va nous la présenter. Bonjour à tous. Tout d'abord, on veut vous remercier pour ce prix. C'est un projet qui a une longue histoire, puisqu'en 2014, le parc naturel régional du Gâtinais français confiait à notre agence une étude globale sur le devenir du bâti vernaculaire dans toute la région du parc. Et on s'est intéressé donc aux caractéristiques à la fois architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, et aux qualités de ce tissu qui finalement constitue la grande majorité des villages de la périphérie de l'Île-de-France. Alors, le site sur lequel on intervient dans ce projet-là est relativement dense et contraint. C'est une cour qui est nichée à flanc de coteau et qui est constituée de plusieurs dépendances et de granges, dont l'organisation traduit finalement d'anciennes activités agricoles. Et la petite remise sur laquelle on intervient est un bâtiment du 19e siècle, une construction assez simple en maçonnerie de moellons calcaires avec des blocs de grès, qui est mitoyenne de plusieurs bâtisses et qui est mono-orientée sur la cour. Alors, ce site, qui était aussi à proximité immédiate de l'église, était un site avec des contraintes patrimoniales assez fortes, pour lequel on a choisi de conserver une partie des caractéristiques architecturales de ce bâti vernaculaire, tout en aménageant un projet contemporain de logement de 3 pièces dans le volume existant. Alors, je veux bien qu'on passe à la prochaine slide. Merci. Voilà, sur la gauche, vous avez deux vues, une vue avant les travaux, une vue une fois les travaux achevés. Vous voyez donc que la démarche de l'agence est toujours pour nous de faire et de créer le projet avec l'existant plutôt que de démolir.
Et donc, on démolit vraiment que ce qui est nécessaire dans le projet. Et vous voyez que sur le projet, ce qu'on a démoli, c'est simplement l'appentis sur la façade principale et on a repris la toiture. Et à l'intérieur de cette ossature en maçonnerie, on est venu positionner une ossature entièrement en bois qui nous a permis de créer la nouvelle façade, de constituer les planchers et de proposer une isolation un petit peu adaptée finalement à ce bâti ancien qui permet de travailler les parties neuves et les parties anciennes avec le même matériau qui est le béton de chanvre. Alors, le travail aussi consistait à réutiliser une partie des matériaux de déconstruction. Vous avez au milieu un exemple de ce travail-là qui est fait avec les moellons de grès qui ont été démontés, qui ont été triés et qu'on a réutilisé pour faire le soubassement de la façade et qui permet de surélever l'ossature bois de la maison pour l'isoler du sol. On fait aussi tout un travail de préservation de la biodiversité avec le parc, puisque souvent des animaux nichent dans ces parties-là, et on a réintégré des nichoirs dans les épaisseurs des murs, et notamment des nichoirs à chiroptères pour favoriser la biodiversité dans des petits projets comme celui-là. On va passer à la slide suivante pour vous montrer un peu les intérieurs. C'est très rapide, mais c'est un tout petit projet qui s'articule autour d'un escalier central sur lequel on a fait tenir finalement toute la distribution de la maison. Sous l'escalier, vous avez un sanitaire qui vient se loger. Et puis, on avait peu de lumière sur le projet. Donc, on a travaillé sur un éclairage zénithal qui vient amener au cœur de la maison de la lumière naturelle, avec un grand châssis de toit et les murs en pierre. Alors, tous les matériaux intérieurs sont assez simples. Finalement, c'est des matériaux traditionnels, mais qu'on réinterprète un peu de façon contemporaine. On a un grand mur en pierre qui est un mur de reforme qu'on a choisi de laisser apparent. Tous les murs périphériques ont été isolés au béton de chanvre et enduits à la chaux. Et puis, on a un cloisonnement plus traditionnel sur les intérieurs, mais avec de l'utilisation du bois qui est laissé apparent pour les garde-corps, pour la cuisine, et puis pour les sols, qui viennent un petit peu rappeler finalement toute l'ossature qui n'est pas visible sur le projet final. Alors, cette approche qui est un mélange de réutilisation d'un bâti traditionnel et d'une intervention contemporaine, c'est ce qui guide le travail de l'agence d'une façon générale, en essayant de mettre à chaque fois en valeur l'identité du site, en rendant compte un petit peu de sa sédimentation historique. Vous avez là au milieu le rocher qui est en fait un des rochers sur lequel s'appuyait la grange ancienne qu'on a choisi de conserver. Apporter évidemment des réponses contemporaines aux nouveaux usages des bâtiments. On est sur un tout petit logement de 3 pièces, mais c'est du logement social en cœur de bourg, dans une petite commune de Boigneville, qu'on salue d'ailleurs au passage, qui porte des projets de rénovation de son centre ancien et qui ont fait des logements sociaux qualitatifs. Et puis, on essaie d'inscrire à chaque fois nos interventions dans une démarche écologique qui soit adaptée aux ressources de chaque territoire. Et là, on a fait un travail tout à fait particulier avec le parc du Gâtinais français et sa filière chanvre, qui est une filière qui se développe avec la filière bois, depuis les agriculteurs qui cultivent le chanvre dans les champs jusqu'aux maîtres d'œuvre qui prescrivent cette utilisation-là dans la construction et aux artisans qui le mettent en œuvre. Voilà, et donc, pour résumer le travail de l'agence sur un projet comme ça, c'est vraiment de faire converger la valorisation patrimoniale et puis la création architecturale. Voilà, je vous remercie. On n'entend pas la dame. Non. On ne vous entend pas. Ton micro est fermé. C'est bon. Ok, pardon. Donc, désolé, merci. Donc, le micro. Donc, on va passer directement aux 33 maisons sur le toit à Poissy, avec Béatrice Vivien et Laurent Pilot de Virtuelle Architecture qui vont nous présenter très rapidement 2 slides, puis un film qu'on lancera dans la foulée. Bonjour, donc Laurent Pillot. Oui, on voulait déjà, comme les autres, vous remercier. Ce n'est pas des maisons sous le toit, mais c'est des maisons sur les toits. Vous remercier pour le prix que l'on a eu.
qui permet d'honorer un travail sur des quartiers difficiles, qui sont les quartiers des cités de la grande banlieue, puisque là on est à Poissy, où on doit faire une réhabilitation, où on a fait une réhabilitation thermique pour 180 logements dans un milieu dur, et où le maître d'ouvrage, Villogia, nous a demandé de surélever les bâtiments. Donc on a pris l'option de faire cette surélévation en module 3D bois, et ils nous ont suivis là-dedans, on en remercie aussi. Alors, les modules, c'est quoi? Les modules, chaque logement est composé de 3 ou 4 modules. Donc, on a, si vous voulez passer, là, on a une vision d'ensemble. Voilà, on est intervenu sur 3 bâtiments. On voit les autres barres qui ont été réhabilités ou pas. Et ça donne le contexte urbain. Alors, on est en contexte milieu occupé. C'est-à-dire qu'on a posé nos maisons avec l'ensemble des occupants qui ont habité les 4 niveaux du dessous. Si vous pouvez passer l'autre slide, on va voir apparaître, voilà, on voit apparaître ce que c'est que ces modules. Donc, un logement se décompose en 3 modules. Il y a un module humide qui porte la salle de bain et la cuisine, et puis module salon et chambre de part et d'autre. Et puis, on a un autre module qui peut arriver pour fabriquer un T4. La particularité, c'est vraiment ça, c'est qu'on a travaillé en préfabrication 3D. Donc, on a tout fabriqué en atelier. Les modules arrivaient entièrement finis. Vous allez le voir dans le petit film qu'on vous présente après. Mais les modules arrivaient entièrement finis sur le site. Et pour un site en milieu occupé, puisque les locataires du 4e niveau étaient toujours là quand on a posé les maisons sur le toit au-dessus, c'était une gageure que de pouvoir poser en très peu de temps tous ces modules entièrement faits. Une fois le module posé, on livrait et c'était fait, on fermait la porte et on pouvait occuper le logement, à part quelques problèmes de raccordement, bien sûr, qui se sont faits après. Alors, le bois, alors, le module en lui-même, il est composé d'un plancher qui est son bois. On a des murs à ossature bois. On a aussi une toiture qui est préfabriquée bois. Tout ça, ça s'assemble. Pour donner une idée, on va assembler, on va poser sur le toit 6 modules par jour au milieu de notre cadence. C'est-à-dire qu'on livrait 2 maisons par jour. On posait 2 maisons par jour sur le toit. Et ça, c'est vraiment le bois qui nous a permis d'apporter ça. La souplesse du bois nous a permis aussi de faire toutes les adaptations sur la toiture. On a eu tout le travail de poutraison qu'il a fallu remettre, parce qu'évidemment, on vient porter sur les murs porteurs, mais il a fallu refaire des poutraisons intermédiaires. Toutes ces poutraisons ont été faites en bois, et la souplesse du bois nous a permis de venir adapter en fonction de la toiture et des différentes de l'existant et de la réhabilitation pour pouvoir créer ces maisons sur le toit. Alors, juste un grand merci aussi à CMB, qui était notre partenaire charpentier bois, qui, lui, avait avant cela une expertise dans ces modules 3D bois et qui nous a largement aidé à concevoir et à faire avancer le projet. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on va retenir de ça, c'est que c'est un travail relativement simple, puisqu'on est en maison à ossature bois, c'est vraiment ce process-là, et qu'on va poser sur le toit. Et cette adaptation, à partir de ces gestes assez simples, en fait, c'est assez courant, en fait, on va réussir quand même vous le verrez, à lever les modules, à les poser en des temps records, dans un contexte un peu compliqué, qui est ce contexte de réhabilitation sociale. Et voilà, c'est vraiment ce qui a retenu notre attention. Donc là, on a eu un petit reportage sur Arte, qui est encore diffusé d'ailleurs sur la chaîne. On en profite pour vous le montrer, c'est eux qui le montrent le mieux. Voilà, on voit l'ambiance. On passe directement au film pour montrer du coup cette surélévation grâce au bois. Merci. Ici, à Poissy, pas très loin de Paris non plus, le couple d'architectes Béatrice Vivien et Laurent Pillot a montré à quel point une densification peut être inspirée et belle. Sur une partie de ce gigantesque complexe résidentiel, ils ont installé 33 petites maisons avec terrasse, reliées les unes aux autres par des passages, au-dessus du 5e étage. La densification comme valorisation. Les bâtiments d'origine datent des années 50 et abritent les logements d'entreprise d'une usine automobile située à proximité. De la bonne architecture au départ,
mais qui s'est détériorée au cours des années. En France, je pense que c'est une chance de redonner une autre image de la ville et que c'est une réponse. Bon, dans notre cas, ça a été sur le logement social, donc ça a été la requalification de quartiers difficiles qui, grâce à la surélévation, vont pouvoir se reprojeter pendant un temps et revivre et redonner satisfaction en fait aux gens qui y habitent. Ici aussi, la rénovation des bâtiments existants a accompagné la surélévation. Des balcons, des ascenseurs notamment, améliorent la qualité de vie des locataires. Les petites maisons ont été préfabriquées. On est parti sur une considération pratique puisque ça permet de raccourcir le délai de chantier, de travailler en milieu occupé sans gêner les locataires puisqu'on vient poser les modules très rapidement avec très peu de nuisances pour les locataires pendant la journée de travail. Les camions arrivent le matin et on livre les modules sur le toit tout de suite. En fait, mais ça on s'en est pas non plus rendu compte au début. Aujourd'hui, il y a une certaine poésie à avoir posé ces maisons très simplement sur les barres. Et on en a fait à... c'est vrai que l'environnement est dur, hein, ce ne sont que des barres de logement social avec des problèmes sociaux, avec un urbanisme compliqué. Et en fait, la simplicité de la réponse de ces petites maisons posées en porte-à-faux, ben aujourd'hui, on y trouve une poésie qu'on ne maîtrisait pas forcément au départ. Une touche de poésie tout à fait inconnue et qu'on ne s'attend pas à trouver dans l'univers du logement social. Les appartements sont particulièrement efficaces sur le plan énergétique. Impossible de trouver mieux en matière de logement social. Ils sont bon marché et offrent sans surcoût une vue dégagée. J'aime bien vivre ici, bon ça change. Hein. Avant c'était un peu plus petit, maintenant c'est des nouveaux logements qui sont assez grands, donc qui sont bien faits, qui sont bien soutenus, il y a une bonne ambiance et même il n'y a pas trop ce côté avec les voisins, ah tu fais du bruit, non, on est bien en hauteur, on est séparés, franchement je suis satisfait. Les maisonnettes de Poissy prouvent que les extensions de toit ne sont pas uniquement destinées à des appartements luxueux, mais peuvent aussi être économiques et esthétiques. Exemplaire à tout point de vue, le logement social y gagne un côté penthouse. On va passer donc au projet d'aménagement extérieur. On revient avec Jean-Marc Pittet également sur un projet vraiment particulier, assez original, qui est l'archéosite de la Haute-Île. Donc il y aura aussi également un film. Je vous propose d'aller assez vite et de nous présenter vraiment en quelques minutes le projet et puis qu'on passe au film. Oui, je vais passer la parole à Antoine Brochard, qui est un des associés qui a piloté le projet et qui va vous le présenter. Bonjour à tous, merci à tous. Effectivement, on remercie les membres du jury d'avoir repéré ce projet très distingué, ce projet très atypique qui présente une autre facette de notre pratique, qui cherche toujours à interroger et à puiser dans l'histoire les ressources pour faire des projets contemporains. L'archéosite, c'est un équipement culturel du département de la Seine-Saint-Denis qui présente au public la discipline archéologique et qui comporte plusieurs dispositifs de médiation dans le site. Une reconstitution d'une maison néolithique, des ateliers pédagogiques là, que vous avez en image, mais aussi une zone de fouille qui permet de présenter les techniques de fouille aux visiteurs et une aire d'agriculture néolithique expérimentale qui permet de reproduire in vitro, on va dire, les techniques culturales du néolithique. Tous ces éléments, pour nous, ils se dialoguent et ils se répondent dans l'économie des structures qu'ils mettent en place et aussi dans les matériaux naturels et biosourcés et durables qui sont mis en place. Notre travail il a été mené avec le contrôle scientifique d'archéologues,
Et pour nous, ça a représenté une réflexion épistémiologique sur comment est-ce qu'on fait de l'architecture de manière primitive, mais aussi aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait, on interroge la question de l'écologie et de la mise en œuvre dans notre pratique architecturale. Donc, on est dans une zone très naturelle, on a fondé les éléments sur des vis afin de limiter l'impact. On a un projet qui est pensé de manière autonome. On a des panneaux photovoltaïques en partie au-dessus des auvents. On a des cuves de récupération des eaux de pluie. On essaye de minimiser notre impact. Et donc, on a proposé la reconstruction donc, de la maison néolithique. Là, vous voyez sa photo. C'est un écorché qui donne à voir et à comprendre les logiques constructives que pouvait avoir cette architecture préhistorique. Et sur la partie plutôt contemporaine avec la grande palissade et le haut-vent, on a des structures qui sont traitées en Douglas avec des ganivelles en châtaignier. Sur la maison néolithique, on a plutôt travaillé avec du robinier et du châtaignier, avec une toiture en chaume. Et tous ces éléments-là vont vous être montrés dans la vidéo. Pour nous, c'est un projet assez exemplaire parce qu'il fait se rejoindre différents régimes de soutenabilité, on va dire, technique, écologique et sociale, puisque le projet a été réalisé par l'entreprise Apishbat qui travaille en insertion. Et donc, il y a une dimension sociale qui irrigue à la fois la construction de l'archéosite, mais aussi ensuite son ouverture au public. On passe à la vidéo. Vous avez vu donc les 8 lauréats qui ont été choisis dans les catégories mentionnées juste avant, et nous allons passer maintenant aux 4 mentions spéciales qui ont été choisies par le jury. Dans ces 4 mentions spéciales, la première
a été décerné au Centre de loisirs Jacques Chirac, dont la particularité est d'être en maîtrise d'œuvre directement par la commune de Rosny. Donc c'est à la fois la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Elle vous l'expliquera mieux que moi, Charlotte Picard, qui va vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc dans la mention spéciale, c'est procédure innovante. Et à vous la parole. Bonjour, merci beaucoup pour ce prix, on est vraiment ravis. Merci à Francile Bois et à tous les partenaires. Donc effectivement, nous sommes une maîtrise d'œuvre publique, c'est-à-dire que la maîtrise d'œuvre est assurée en interne par la ville de Rosny. Nous sommes un collectif donc d'architectes et d'ingénieurs. Je suis l'architecte de ce projet-là, mais je n'ai pas travaillé toute seule. Il y a toute une équipe donc qui travaille de concert dans les bureaux de la mairie. Notre maîtrise d'ouvrage, ce sont nos collègues de l'éducation, des bâtiments. Donc, un circuit court très rapide qui permet d'être très réactif, sachant que nous devons répondre à la demande donc, obligatoire d'accueillir des enfants à l'école. Et notre deuxième contrainte, qui est une contrainte interne, c'est de faire tout cela en essayant d'impacter le moins possible notre environnement. Autant dire que c'est une mission quasi impossible, mais qui nous pousse forcément à aller chercher les matériaux biosourcés, dont le bois. On peut passer peut-être à la deuxième image. Le bois et la paille. Et on va travailler sur les filières, la régénération des filières locales, en allant chercher nos bois dans les forêts franciliennes, notre paille aussi proche que possible de Rosny, en Île-de-France aussi. Parfois, on déborde un tout petit peu en bordure, en Normandie par exemple. Et on va s'intéresser à des exploitations, que ce soit pour le bois ou pour la paille, les plus bio, respectueuses de l'environnement. On s'intéresse à la sylviculture douce, par exemple, le débardage à cheval. On va s'intéresser, on va aller dans les champs avec notre ficelle pour botteler les bottes de paille, pour éviter le polypropylène. On travaille, par exemple, avec le sisal. On fait de la recherche, mais qui est appliquée directement dans nos bâtiments. Dans ce cadre-là, on a 2 projets donc avec l'ADEME sur la paille porteuse en ERP et aussi sur la ventilation naturelle avec récupération de chaleur. Donc, comme nous sommes un service public, eh bien, nous avons pour mission de communiquer, et c'est ce qu'on va faire à travers l'ADEME, tous les résultats de nos expérimentations et de nos mises en œuvre. Sur la page suivante, on a encore le travail de tous les jours. C'est pas forcément dans les bureaux, c'est aussi dans la forêt, dans les champs, ce qui est vraiment passionnant. On va travailler aussi avec des entreprises qui ont compris notre démarche ou qu'on embarque avec nous, on grandit ensemble, notamment aussi la Piche-Bat qu'on a déjà beaucoup mentionné aujourd'hui, mais aussi avec Rial en Charpente pour la partie vraiment structure bois. On va travailler avec les enfants des centres de loisirs, parce que ce bâtiment accueille des enfants en temps périscolaire et extrascolaire. On va leur faire fabriquer des briques de terre crue, par exemple. On va travailler avec les Ronéens, on va travailler avec... on invite qui veut venir pour participer à nos ateliers. On va même faire du tricot. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre pour un prix de la construction bois. C'est pour dire qu'on s'intéresse à tous les matériaux, leur provenance, la façon dont ils ont été usinés ou le moins possible. Et on se repose la question à chaque fois, on peut arriver à la dernière image, est-ce qu'il faut encore bâtir ? Là, on a eu des demandes, on n'a pas réussi à convaincre encore la municipalité d'accueillir les enfants dans une forêt. On aimerait autant planter des forêts, mais c'est pas encore tout à fait, on n'est pas encore tout à fait là, mais on tend vers ça. Plus de forêts, voilà, moins de bois dans la construction et de la paille. Merci. Merci beaucoup. On est au cœur de Francile Bois, puisque le but de l'interprofession, c'est évidemment de lier l'amont forestier à l'aval. Donc là, on est au cœur du sujet. Merci beaucoup pour cette présentation qui montre toute l'innovation et le choix qu'on a fait de ce projet en maîtrise d'œuvre et en maîtrise d'ouvrage. On va passer à la deuxième mention spéciale qui est également dans le cadre d'une procédure innovante, en tout cas qu'on a souhaité mettre en avant dans le cadre à la fois du résultat, mais aussi du comment et de comment ça a été fait. Donc, c'est le Ménil de Stein et c'est Meryl Cineus qui va nous la présenter.
Oui, bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Ouais. Merci, un grand merci au jury pour nous avoir décerné cette mention procédure innovante au projet du Ménil. On est toute l'équipe et nous, architectes Séverine Sagny et moi-même, vraiment contents. C'est un vrai encouragement pour ce projet, pour lequel on a beaucoup donné. Pour nous, l'innovation de ce projet, c'était avant tout une innovation sociale, puisque je le rappelle, le programme concerne le relogement transitoire de familles habitant jusqu'à présent dans les bidonvilles alentours. Donc, ce type de relogement in situ fait exception parmi les multiples expulsions et destructions de bidonvilles qui ont lieu chaque année en France. Et donc, pour ça, on peut saluer la mairie de Stein qui a accueilli le projet sous la forme d'une convention d'occupation du terrain et l'association Les Enfants du Canal qui est maître d'ouvrage du projet et qui est propriétaire des bâtiments. Je fais bien le distinguo entre foncier et bâti parce que la commande de départ, c'était donc de réaliser des bâtiments démontables sur ce terrain et qui pourraient s'installer dans un deuxième temps sur un autre terrain ailleurs. Donc la demande de départ nous a évidemment amené, la demande de démontabilité nous a amené vers des solutions techniques et architecturales particulières et donc au choix du bois. Je peux dire aussi quelques autres solutions techniques rapidement, organisation de blocs réagençables, fondation vissable, dévissable, construction sèche préfabriquée, réseau non enterré, voilà, entre autres. La deuxième grande particularité du projet, c'était la zéro artificialisation nette du terrain. Peut-être si on peut revenir juste à la slide d'avant, vous pouvez voir sur la photo aérienne que le terrain est une ancienne parcelle maraîchère au milieu de plusieurs hectares de jardins partagés. Donc, on a beaucoup travaillé avec les paysagistes de territoire pour permettre l'exploitation future de la parcelle une fois que les bâtiments auraient déménagé. Donc, pas d'impact sur le milieu, la terre reste cultivable et le chemin aménagé au milieu des maisons pourra rester celui des parcelles jardinées futures. Donc, on voit un peu sur le plan masse l'étroitesse du terrain qui nous a amené à travailler en séquences successives. Une première près de la rue avec un bâtiment collectif, bureau, buanderie, salle commune, atelier commun qu'on a appelé les serres, et qui a une forme particulière. Et puis, deux autres séquences plus intimes au fur et à mesure qu'on entre dans le terrain, avec des groupes d'habitation autour d'un arbre principal qui est la place centrale, on pourrait dire, et puis une partie plus intime au fond du terrain avec un potager partagé. On peut passer à la slide suivante. On combine donc ces groupes d'habitation qui sont organisés en 4 typologies différentes, plus ou moins grandes. Et ces groupes sont recombinables autrement dans le cas d'un autre terrain avec une configuration différente. Donc les groupes d'habitation alternent des blocs secs, donc les pièces de vie, avec des blocs plus techniques. C'est bon. On a choisi des salles de bain préfabriquées. Et puis la toiture de ces blocs techniques récupère les eaux pluviales pour la diriger vers des cubes de récupération des eaux pluviales. Voilà. Donc chaque fois un bloc humide sur lequel ça colle 2 blocs secs. Ça donne une combinaison élémentaire pour laisser l'attribution des pièces sèches aux habitants. Voilà, je vais essayer d'aller rapide. On a aussi choisi de garder des espaces indéterminés dans le projet qui peuvent s'ouvrir au choix sur l'une ou l'autre des maisons contiguës pour moduler la taille des habitations et permettre une évolution aussi du projet dans le temps. Le procédé constructif est assez simple, fondation micro-pieux vissés dans le sol, construction entièrement sèche, je l'ai dit tout à l'heure, à 90% en bois, des caissons bois isolés préfabriqués pour les sols, les murs et les plafonds, fixés ensemble. Et puis voilà, le matériau bois, il nous a vraiment permis ici à la fois la finesse de la préfabrication, parce qu'on a vraiment conçu tous les éléments en kit, de la structure jusqu'au mobilier. Mais ça nous a aussi permis la flexibilité au moment du chantier, les corrections en cours de chantier et les réaménagements futurs, sans doute pour la future vie du projet. Voilà, je vais aller assez vite sur les choses. On voit sur cette dernière slide les espaces extérieurs un peu variés. Le fait de décoller les bâtiments du sol a créé des terrasses un peu surélevées qui sont plus intimes pour les habitants, un cheminement bas, des pergolas aussi appropriables dans le temps. Voilà, sur la photo de l'intérieur, on voit que le parement est resté brut. C'est vraiment les caissons préfabriqués qui forment le parement final du projet. Donc, on a été à la fois dans la simplicité et l'économie, mais aussi la facilité d'entretien et de transformation future des intérieurs. La structure reste visible, les réseaux aussi à l'intérieur qui sont des réseaux visibles.
Voilà, ça donne un ensemble architectural finalement assez compréhensible, simple. On nous a même dit à la fin que ça donnait l'impression qu'on pouvait le construire soi-même. Donc ça nous a fait assez plaisir, cette lisibilité, cette simplicité du procédé constructif et de l'architecture qui reste appréhensible par tous. Voilà. Donc en conclusion, je pourrais dire que pour nous, ça a été, on est hyper content d'avoir cette mention procédure innovante parce qu'on a tous expérimenté des nouvelles choses pendant ce projet, à la fois l'association maîtrise d'ouvrage pour qui c'était son premier chantier en tant que maîtrise d'ouvrage, les entreprises que je voudrais remercier ici, tout particulièrement les entreprises bois, depuis 1920, qui est une entreprise d'insertion qui a vraiment travaillé à la fois sur la charpente jusqu'au détail mobilier, charpente Cénomane, qui ont aussi beaucoup contribué à l'innovation en proposant des pièces fabriquées ad hoc pour le projet, une méthodologie de montage adaptée aussi, donc ça donne un projet vraiment sur mesure. Donc voilà, on est très contents et on vous remercie de ce prix. Merci beaucoup pour cette présentation. On est vraiment dans toute la modularité et la capacité du bois à répondre à toutes les fonctions. C'était un peu l'idée aussi des différentes mentions spéciales qu'on a voulu montrer que on dit parfois que le bois c'est trop cher ou ça ne répond qu'à des programmes très chers. Donc c'est pas le cas. Par exemple, là, vous étiez aussi dans une réponse soit pour l'hébergement d'urgence, soit pour du relogement social ou très social. Donc, c'était intéressant de montrer que c'était possible. On va continuer avec une autre mention spéciale qui nous tenait à cœur aussi, en tout cas à celui du jury, et c'était important pour nous de montrer que le bois pouvait être aussi utilisé pour les friches industrielles. Et donc, c'est Samuel Huette de Woody Architecture qui va nous présenter rapidement ce projet donc, de bâtiment 67. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Écoutez, merci pour votre On vous entend mal, il faudrait que vous mettiez plus proche de votre micro et on ne vous voit pas. Tout va bien. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Oui, allez-y. Okay. Je vais essayer de parler fort. Donc, vous voyez dans la première slide le site. On est dans une petite commune du sud Seine-et-Marne qui s'appelle Thomery, qui a 3500 habitants. Donc, on est sur des sujets un petit peu différents de ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec une mairie qui nous a suivis quand on leur a proposé de travailler avec des matériaux écologiques. On est sur quelque chose de dur des fois dans ces endroits-là, sur une zone commerciale avec un vieux bâtiment désaffecté qui est une ancienne quincaillerie qui est en très mauvais état et qu'on a dû réhabiliter en bureau et en entrepôt. Pour ce faire, vous pouvez passer à la slide suivante. Pour ce faire, on a mis en œuvre quelque chose de relativement simple qu'on utilise nous couramment depuis une dizaine d'années. On est en ossature bois avec de l'isolation en fibre de bois. Une fibre de bois extérieure qui constitue la vêture totale du bâtiment pour réussir à avoir une performance thermique quand même intéressante, même pour des bureaux et des entrepôts. Beaucoup de percements en toiture parce qu'on avait besoin de lumière naturelle. Bien sûr, on est sur des bâtiments existants, donc on ne choisit pas l'orientation du bâtiment. Ici, on était sur une façade sud qui donnait directement sur une parcelle mitoyenne, donc on ne pouvait pas ouvrir. On a été obligé de faire avec. On a très peu ouvert au nord et beaucoup ouvert à l'est et à l'ouest avec des correcteurs, des soleils orientables pour éviter les phénomènes de surchauffe en été. Et puis on a installé, on a fait du remplissage en ossature bois, monté un bardage bois sur la totalité du bâtiment, le rehaussé. Et on a fait un choix dès le départ qui était un choix économique, puisque commune de 3500 habitants veut dire petit budget. On est sur du 700 € hors taxe du mètre carré, hors VRD, donc on est vraiment sur très peu d'investissement. Et si on a voulu utiliser des matériaux écologiques et du bois, on a choisi de ne pas travailler sur du faux plafond, de conserver, vous pouvez passer à la slide suivante peut-être. Donc voilà, résultat, voilà, de conserver tous les réseaux apparents sur le projet précédent, de travailler énormément sur l'éclairage, sur la qualité des espaces intérieurs, et puis de proposer un bâtiment qui est à la fois fonctionnel et je pense très très performant au niveau terrain. Donc on a accompagné ça d'un système de chauffage en toiture qui est un rooftop RTU, c'est la première fois qu'on posait ça en France, une sorte de
gros échangeurs de pompes à chaleur. On a de la récupération d'eau de pluie, on a du solaire, du photovoltaïque solaire en toiture qui permet de compenser en partie la consommation électrique. Et on arrive avec un... Ce qu'on voulait montrer, et on est content aussi d'avoir été récompensé pour ça, c'est qu'avec un petit budget, en travaillant sur des objets qui sont déjà existants, on arrive quand même à redonner de la qualité et à, je dirais, impulser un changement écologique dans une zone qui, pour l'instant, en manque. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très clair et on voit bien effectivement l'intérêt de pouvoir vraiment apporter cette matière et ce processus qui va avec dans un lieu qui n'est pas forcément habitué, qui est dans une... Voilà, ça redonne un peu de qualité architecturale. On va passer au dernier projet. C'est Mirko Tardio avec la mention spéciale démontabilité, avec un bâtiment modulaire innovant qui est la crèche du Jardin du Luxembourg, pour ceux qui l'ont peut-être déjà croisé. Donc Mirko, c'est à toi. Alors c'est moi qui commence, parce que c'est Tardio et Caroline Jury. Ah bah oui, on n'a pas dit. Alors, vous l'avez encore oublié. Non, c'est pas grave. En tout cas, on est ravis d'avoir gagné ce prix, parce que c'est un projet qui est vraiment particulier pour nous, parce qu'il est la synthèse d'une série de sujets sur lesquels on a travaillé depuis longtemps, avec une genèse assez particulière. En fait, il y a 10 ans, on a développé un concept de crèche dans les parcs de ville. À cette époque-là, on avait une idée, mais on n'avait pas de clients. Parallèlement, on travaillait sur des projets démontables, notamment sur la réhabilitation de projets de gens prouvés. Donc, on avait pu se plonger à cette occasion dans le système génial de cet ingénieur. Et finalement, il y a 5 ans, on a eu la chance de participer à un concours lancé par la direction de la famille et de la petite enfance de Paris pour cette crèche démontable dans les jardins du Luxembourg. Et ça a été proposé de manière, la question avait été très bien posée, le cahier des charges était vraiment innovant, voire quasiment expérimental. Et on remercie d'ailleurs grandement notre maîtrise d'ouvrage, notamment Emmanuel Roman, pour l'audace en fait qu'ils ont eue dans la question, et ils ont tenu le défi et l'exigence jusqu'au bout. On remercie aussi évidemment l'équipe qui nous a accompagnés, Bollinger et Groman pour la structure, VPAS et l'entreprise Cruard qui nous a accompagnés pour la construction de ce projet. Oui, on peut passer à la diapo suivante. L'intérêt pour nous, en fait, de ces qui reconnaît les portiques, en fait, c'était d'exploiter le génie de cet architecte ingénieur à construire des bâtiments qui étaient démontables. Alors, enfin, la question là que l'on se pose est beaucoup plus ample, en fait, de dire, OK, on devait répondre à un bâtiment démontable. Mais comment faire évoluer la filière de la construction bois en construisant hors site des bâtiments réversibles? La démontabilité, ça allait avec. C'est-à-dire du moment qu'on peut démonter et qu'on remonter un bâtiment, on peut le rendre réversible et on peut aussi le construire rapidement. Donc, notre idée, vu que le cahier de charge demandait que cette crèche soit déplacée dans un autre site, et d'ailleurs, ça va le faire et avec pas la même configuration, on a opté pour des modules 2D. Comme d'ailleurs on pouvait, lui avait un peu vu en fait, il fallait construire des modules qui soient manuportés, faciles à monter, facilement transportables et éventuellement aussi facilement stockables. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est au-delà du fait de l'exploit technique en fait qui nous a permis, qu'on a pu réaliser pour ce projet-là, c'est de questionner la préfabrication hors site. Voir si il n'y avait pas de piste pour intégrer le maximum de matériaux biosourcés dans un bâtiment aujourd'hui qu'on pourrait construire aujourd'hui, baisser les coûts et avoir le maximum de la qualité. La question posée dans le Jardin de Luxembourg était une qualité architecturale. Donc, si on venait avec un bâtiment éphémère, il fallait aussi qu'on réponde à la qualité architecturale. Donc, il fallait marier les deux. Et je pense que le travail hors site en atelier permet de faire ça, permet de contrôler aussi le bâtiment, d'avoir des détails qui sont particulièrement bien réussis, et parce qu'on peut le construire en atelier, pas forcément sur le site. Alors, la question aussi, c'était de comment assembler ces modules de manière démontable et réversible. Et bien, on a fait appel, on a convoqué du coup le Japon avec les encastrements à la japonaise qu'on a révisité.
Et on a pu trouver un moyen de boulonnage et pas de fixation plutôt par vis traditionnelle. Quel est l'avantage? En fait, si on passe à la diapositive suivante, voilà, en fait, le système constructif est un petit peu expliqué rapidement à gauche. Il y a des portiques tous les 4 modules, en fait, qui se répètent en nombre infini. On peut superposer jusqu'à 2, 3, 4 étages en fonction de la taille du bâtiment, et surtout, on peut le reconfigurer avec les mêmes modules du départ. On peut les réutiliser, les replacer et reconfigurer une autre forme de bâtiment. Ce qui permet de faire un bâtiment initialement avec une forme et une destination, et le redémonter et en faire un deuxième, probablement pérenne, parce qu'en fait, l'avantage de ce type d'assemblage-là et de ce type de préfabrication permet d'atteindre tous les labels et toutes les caractéristiques d'un bâtiment pérenne. Donc, le prochain bâtiment, il pourra être pérenne et rester 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ce qui optimise énormément le bilan carbone et permet d'avoir un usage et une réversibilité future extrêmement importante. Donc voilà, pour nous, cette mention spéciale de FIBOIS nous permet de donner visibilité à ces projets, mais surtout de pouvoir questionner aussi les entreprises. On remercie aussi pouvoir d'avoir joué le jeu, parce qu'il fallait quand même changer aussi ses propres habitudes, ses propres filières constructives à laquelle ils sont habitués, pour revenir à répondre à cette question-là. Donc, questionner aussi nos confrères, dire, voilà, si on fait du préfabriqué, on peut tenir les prix, construire plus en bois qu'on peut aujourd'hui se le permettre, parce qu'on optimise énormément les prix, donc on peut avoir aussi une qualité architecturale qui va avec. Il va suivre en vidéo, je pense, tout de suite. On va tout de suite montrer la vidéo avec un time-lapse qui montre en fait la façon dont a été monté le bâtiment. Voilà. Et on va clore la remise des prix des 12 lauréats pour passer au booster. On passe à la... Juste pour préciser, le time-lapse, il condense 45 jours de chantier. C'est-à-dire que le bâtiment était construit en 45 jours effectifs, hors dimanche et samedi, évidemment. Donc, c'est des chantiers très rapides et exactement, et très adaptés à tout type de site. Merci, Mirko. Merci. Merci beaucoup. On est désolé, on a voulu respecter le temps pour tout le monde. Et vous avez tous joué le jeu. Donc, on est vraiment ravis d'avoir pu présenter l'ensemble des 6 projets lauréats du booster et des 12 projets lauréats du PRCB dans le cadre de ce webinaire. On est tous conscients que c'est assez frustrant de ne pas se voir en vrai. Donc, évidemment, nous organiserons dès la rentrée et dès que ce sera possible, dès que les conditions sanitaires le permettront, des moments de convivialité où l'écosystème, puisqu'on voit qu'en fait, tous ces projets se répondent et que des liens sont en train de se créer, et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire au sein de Francilbois, que ce soit les projets du PRCB ou les projets du booster ou même d'autres projets qui vont naître au sein de la région Île-de-France. Donc évidemment, l'année prochaine, on espère pouvoir tenir
des remises de prix en présentiel. La vidéo sera en replay, donc vous pourrez la diffuser largement autour de vous. On vous transmettra le lien, elle sera sur le site internet de Francile Bois et sur la chaîne YouTube. Comme disait Paul Jarquin en introduction, notre président Francile Bois va devenir FIBOA Île-de-France cet été, donc on va changer puisqu'on fait partie du réseau France Bois Région qui devient FIBOA France. Donc pour plus de lisibilité, ça permet de mieux comprendre le rôle des interprofessions régionales. À la rentrée, on a pas mal de sujets qui nous attendent, et notamment le Festival de la forêt en Île-de-France. C'est une première édition. Donc là, on a beaucoup parlé de l'aval de la filière, c'est-à-dire la partie construction, mais on va aussi parler de l'amont et des forêts. Donc ça aura lieu le 2 et 3 2 octobre au soir et le 3 samedi 3 toute la journée. Vous allez entendre parler bientôt du programme. Vous pouvez déjà noter, venir avec vos familles, vos amis. C'est ouvert au grand public autour des usages de la forêt. Et le 5 novembre prochain, la signature du pacte bois biosourcé, qui en fait est l'outil en fait de Francile Bois pour la massification, la généralisation du bois construction, et qui sera signé en présence du préfet de région et de la vice-présidente de la région que vous avez entendu, Alexandra Dublanche, pour montrer en fait le changement systémique qu'est en train de prendre un certain nombre de maîtres d'ouvrage et d'aménageurs dans la région de France. Donc je vous dis à très bientôt, passez un bel été et on se retrouve à la rentrée. Au revoir.